Bienvenue dans Multipolaire, ravi de vous retrouver sur Global Africa Télé Sud. Médiateur pour la paix en RDC, le Qatar mène parallèlement une offensive pour conquérir les marchés sur le continent, particulièrement en République démocratique du Congo, où la société d'investissement qatari Al Mansour Holding souhaite investir 21 milliards de dollars, une annonce faite en septembre dernier dans le cadre d'une lettre d'intention signée avec l'État congolais. Il s'agit du plus important investissement envisagé par le groupe dans un pays africain. Alors quels sont les objectifs du Qatar? Quels sont les enjeux pour Doha et Kinshasa? On en débat avec nos invités. Avec vous, Patrick Beko, vous êtes géopolitologue, expert des Grands Lacs africains. Merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. On en débat également avec vous, Abdelkarim Yacoub Koundougoumi. Vous êtes directeur Afrique chez Internet Sans Frontières, chercheur à l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Un plaisir également de vous retrouver, Lucien Pambou, professeur d'économie, éditorialiste. Merci d'être avec nous également. Je vous en prie. Alors, un chiffre donc à retenir, 21 milliards de dollars d'investissement qatari en vue. Alors, pour donner un ordre de grandeur, Emmanuel Macron a annoncé une aide internationale d'1,5 milliard d'euros pour la région des Grands Lacs lors d'un sommet récent à Paris. Et puis, on se souvient que Joe Biden, lui, lors de son mandat, avait annoncé une aide de 50 milliards destinée à tous les pays africains sur plusieurs années. Donc d'abord, votre analyse sur l'ampleur de ces investissements annoncés par le Qatar. Patrick Beko, on commence avec vous. Pour moi, ce n'est pas surprenant et ce n'est pas nouveau. L'ampleur est peut-être un peu surprenante. L'ampleur peut interroger dans la mesure où le Qatar est un acteur diplomatiquement important, mais économiquement sur le continent, pas très important. Alors, il faut juste l'insérer dans le cadre d'une stratégie diplomatique et économique qui vise à positionner l'Émirat sur le continent africain, de sorte à avoir aussi sa part de gâteau, puisqu'avant le Qatar, il y a eu des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, qui sont déjà très, très présentes, et le Qatar veut jouer sa partition maintenant sur le plan économique, parce que sur le plan médiatique, non, pas sur le plan diplomatique, le Qatar est déjà très présent quand même. Il est intervenu dans plusieurs conflits, mais là, on voit qu'il y a une offensive économique. Et ça s'explique un peu par la volonté des dirigeants qataris de positionner leur pays sur l'échiquier africain, qui est aujourd'hui disputé d'ailleurs par plusieurs grandes puissances. Lucien Pambou, c'est vrai, il y a un contexte quand même diplomatique avec cette médiation qatari pour pouvoir aboutir à une paix dans l'Est de la RDC. Il y a une montée en puissance, effectivement, Samantha, une montée en puissance du Qatar depuis de nombreuses années. Le Qatar est en train, effectivement, au nom de ce que j'appellerais la diplomatie du chèque, de prendre une place importante dans les négociations. Mais elle ne veut pas simplement rester, il ne veut pas simplement rester dans l'analyse, effectivement, dans la place qu'on lui donne dans les négociations. Elle veut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire, en fait, s'affirmer en tant que puissance économique, mais assez paradoxalement, une puissance économique neutre, ce qui permet de justifier sa double place, à la fois entreprendre des activités économiques en Afrique, bien entendu, on reviendra sur les 21 milliards, et en même temps être en fait le médiateur neutre dans les problèmes entre, par exemple, le Rwanda et la RDC. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le Qatar, en effet, si on regarde les choses, veut, à travers la holding Mansour Ibn Jabor Ibn Yassim Al Thani, qui est un cousin du roi, et il veut, en effet, le Qatar veut devenir une pièce maîtresse incontournable en Afrique. En effet, Patrick Beko l'a bien dit, le Qatar était quasiment absent, mais maintenant, avec cette nouvelle façon de faire, à la diplomatie traditionnelle, va ajouter une diplomatie économique et sécuritaire. Alors, vous parlez de diplomatie du chèque, diplomatie neutre. Abdelkarim, est-ce que c'est le prix de la paix, 21 milliards de dollars? La situation, elle reste instable dans l'Est. La paix, elle n'est pas gagnée encore. Dans quelle mesure, d'abord, ces investissements vont pouvoir encourager cette paix, voir une réconciliation entre Kinshasa et le Rwanda voisin? La paix ne se décrète pas par des investissements. Et ça peut être un catalyseur, mais tant qu'il n'y a pas une volonté politique de part et d'autre, l'investissement seul ne suffit pas. Peut-être l'investissement permet de stabiliser l'économie, créer des emplois et créer un environnement favorable à ce que les différents acteurs de cette crise puissent
discuter, dialoguer et arriver à une paix. Moi, ma grille de lecture n'est pas sur, comme l'a dit le doyen, ce n'est pas neutre, le Qatar n'est pas neutre. Le Qatar est venu dans les valises des États-Unis. Le Qatar est le bras financier d'une diplomatie américaine qui va de la Méditerranée jusque dans les zones de Grands Lacs. Parce que quand on voit, les États-Unis sont présents quand même dans cette crise et peut-être que le Qatar apporte sa puissance monétaire et économique pour aider les États-Unis à stabiliser leur présence et à partager l'influence diplomatique. Oui, le Qatar essaie d'être présent au Maroc, en Mozambique, au Soudan. Il diversifie leur économie parce qu'ils sont uniquement de gaz et de pétrole. Mais maintenant, quand on regarde la diversification d'investissements, parce que 21 milliards seulement, c'est beaucoup, mais au total, le holding de Al Mansour, ça fait quand même 100 milliards. Et quand on regarde de plus près, ils sont dans les mines, ils sont dans l'agriculture, dans l'infrastructure, ils investissent dans tout. C'est là peut-être, ils essayent d'avoir une place, mais je ne pense pas que le Qatar seul puisse arriver sans les États-Unis. Patrick Beko, c'est vrai qu'il s'agit d'un partenariat public-privé et à la manœuvre, Lucien Pambou l'a dit, c'est le cheikh Al Mansour bin Jassim Al Thani, dirigeant donc d'Al Mansour Holding, cousin de l'émir du Qatar. Donc on imagine que derrière il y a le Qatar. Et puis c'est vrai, on parle beaucoup du désengagement des Américains en matière d'aide. Dans ce cas précis, est-ce qu'on ne peut pas voir la main des États-Unis justement dans le cadre de ces investissements qataris en vue, avec parallèlement l'accord de paix qui se négocie entre Kigali et Kinshasa? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut avoir une approche globale de la position du Qatar. Le Qatar joue sa partition à deux niveaux. Il veut accompagner la stratégie américaine qui veut voir les deux pays, le Rwanda et la RDC, se réconcilier sur l'autel de l'exploitation des ressources naturelles congolaises, bien entendu. Mais d'autre part, le Qatar joue sa propre partition et il n'est pas le seul pays à jouer aujourd'hui sa part, à se positionner sur le continent africain. Comme je l'ai dit, si vous prenez les pays du Golfe, vous avez déjà les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et même Oman qui ont beaucoup plus d'investissements sur le continent que le Qatar. Et donc, le Qatar profite aujourd'hui justement de sa position de médiateur dans le conflit congolais pour se positionner dans la région de Grand Lac, qui est une région très stratégique. Le Qatar traite déjà avec le Rwanda, il ne faut pas l'oublier. C'est un allié important du Rwanda. Et donc, le Qatar une double casquette. La casquette de médiateur pour positionner une approche américaine, une approche diplomatique américaine qui vise les ressources stratégiques, mais une approche aussi en même temps qui doit positionner les intérêts qataris dans la région. Et donc, c'est cette double casquette qui permet au Qatar de se positionner. Je ne crois pas que le Qatar s'aligne nécessairement et entièrement sur les positions des États-Unis. Déjà, il faut rappeler que si les États-Unis se sont invités dans cette histoire des Grands Lacs, c'est parce que le Congo avait fait appel à l'administration américaine, acculé justement par la poussée du 1-23. Et quand ils se sont rendus compte que les négociations du côté africain patinaient, c'est à ce moment-là que le Qatar est intervenu et les États-Unis sont revenus à la rescousse pour demander aux Qataris justement de continuer cette médiation qui permet aux uns aux autres de se positionner en réalité. C'est une approche pragmatique. C'est une approche géopolitique et pragmatique qui, d'une part, permet au Qatar de jouer, je dirais, le coursier entre guillemets des États-Unis et d'autre part de positionner ses propres intérêts dans cette région où il est déjà présent au Rwanda. Et déjà, il y avait des discussions avec la RDC bien avant d'ailleurs le début de la médiation qatari. Parfois, on semble l'oublier. Donc, c'est une approche, de mon point de vue, qui est pragmatique, qui prend en compte les intérêts des uns et des autres, mais qui vise d'abord avant tout à positionner le pays sur un échiquier africain qui est de plus en plus convoité par d'autres grandes puissances et puissances païennes. Oui, alors c'est vrai qu'on observe une offensive qatari, notamment par le truchement des investissements envisagés par la holding, Al Mansour Holding. Mais c'est vrai que derrière, on peut quand même se demander, Lucien Pambou, si les États-Unis ne poussent pas le Qatar à aller dans ce sens-là, puisqu'on connaît les liens entre les États-Unis et le Qatar. Hein. Les États-Unis soutiennent militairement Doha. Il y a une base militaire américaine. Oui, bien sûr. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Patrick, effectivement. Tout à l'heure, quand j'ai dit que le Qatar était neutre, en fait, c'est un écart de langage. Il n'est pas si neutre que ça, c'est-à-dire qu'il se donne les habits de neutralité pour mieux discuter avec Tshisekedi et Kagame. En fait, c'est ça. Je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Bien, maintenant,
est-ce qu'il y a un partage, effectivement, des rôles et des tâches? Il a raison, Patrick, de dire, en effet, que le Qatar, à un moment donné, essaie de jouer sa propre partition. D'ailleurs, quand on voit ce que veut M. El Mansour, il y a 100 milliards. Sur les 100 milliards, la RDC en prend 21 milliards. Mais si on va beaucoup plus loin, le partage des rôles viendrait de sorte qu'on a l'impression que pour le Qatar, c'est d'abord l'aspect hydrocarbures et pour les États-Unis, les minerais rares. Alors, la division que je fais est une division un peu grossière, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette situation-là, elle existe parce que les Américains le veulent bien. C'est parce que les Américains, quelque part, ouvrent la porte. Alors, il faut quand même voir que les déclarations de principe de Doha entre la FC et puis M23, OK, et la République de la RDC, n'a été possible. Pourquoi? Que parce que les Américains l'ont voulu. Sinon, on aurait pu, en effet, mettre ensemble l'accord de Washington, la résolution 2773, et puis les déclarations de principe de Doha. Pourquoi on a séparé? À mon avis, on a séparé pour que les Américains, en effet, aient les mains libres. Les mains libres pour pouvoir, en fait, dicter. Alors, bien sûr, toujours pour rebondir sur ce qu'a dit Patrick, comment dirais-je, Mansour va se comporter comme un investisseur. Il y a 15, effectivement, secteurs qui vont être concernés. La question, c'est de savoir comment ces 15 secteurs vont être intégrés, en fait, dans cette diversification, en fait, des actifs. C'est ça le véritable problème économique. C'est comment on diversifie les actifs. On sait très bien que le Qatar repose sur le pétrole, mais surtout le gaz, d'accord? Et que, d'une certaine manière, il faut diversifier ses actifs. Et cette diversification est absolument importante. Chemin faisant, on profite, en fait, des opportunités en termes de marché. Chemin faisant, on réendosse ce que j'appellerais, moi, la diplomatie sécuritaire, ce qui permet d'avoir de fer au feu. On va revenir sur tout ça, mais il faut quand même s'arrêter sur le rôle des États-Unis, parce que là, on a une sorte de triptyque, en fait. On a les États-Unis, le Qatar, la RDC, où tous les investissements vont être concentrés sur le territoire congolais. Effectivement, il y a des investissements dans des secteurs stratégiques. On va y revenir, mais sur le positionnement américain, c'est vrai qu'il y a une vision quand même assez mainstream qui consiste à dire que Donald Trump, il ne s'intéresse qu'au business, qu'aux minerais rares, c'est ce que tout le monde répète en réalité, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a une vision qui va au-delà de tout ça et que c'est le seul qui a compris que sans sécurité, sans paix, il n'y a pas de business, je veux dire, et il met les moyens. C'est l'impression qu'il donne, en fait. Et ce ne serait pas étonnant de le voir demain s'intéresser à la région du Sahel, par exemple, où la situation sécuritaire est catastrophique, au Nigeria. Oui. Voilà. En fait, moi, j'ai dit, le schéma est simple. Les États-Unis ont pris un virage stratégique et géopolitique qui met un triptyque, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est les États-Unis, le partenaire africain et le Qatar. Le Qatar est gagnant dans l'histoire où c'est un nain diplomatique qui essaye de pouvoir avoir une influence mondiale et se positionner comme incontournable en monétisant sa diplomatie. Donc, un nain militaire aussi. Un nain militaire et un nain diplomatique qui essaye maintenant de pouvoir avoir une grande influence. C'est ce que les États-Unis leur donnent. Les États-Unis donnent cette opportunité au Qatar de pouvoir maintenant apparaître justement diplomatiquement. C'est pour cela que quand j'ai dit que la paix conditionne l'investissement, ce n'est pas une paix gratuite ni une paix donnée comme ça. C'est conditionner la paix. Donc du coup, si c'est conditionné, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui en bénéficient, n'est-ce pas? Et ça veut dire qu'il y a aussi des monopoles. C'est celui qui apporte la paix qui en rafle la mise, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que quand moi j'ai dit les États-Unis sont derrière le Qatar, c'est ce schéma que les États-Unis et le Qatar appliquent non seulement en RDC. Quand on regarde la présence de ces États-Unis dans les autres pays africains, c'est pratiquement pareil. Les États-Unis assurent la sécurité et la stabilité, le Qatar apporte les investissements et on impose la paix et chacun a sa dividende. C'est pour cela que ces acteurs-là, aujourd'hui, sont vraiment liés dans cette vision
vision de pouvoir conquérir le marché africain, non pas vis-à-vis des pays africains, mais vis-à-vis des autres intervenants sur le continent africain, la Chine, la Russie, qui aussi sont en train de compétir sur le territoire. Et ce que vous dites, c'est aussi, il faut le rappeler, dans un contexte de désengagement en matière d'aide financière de la part des États-Unis. Patrick Bécaud. Oui, et en fait, je voulais dire, parce que je crois que ça a été dit à la fin, les États-Unis se désengagent au niveau de l'aide, mais se repositionnent sur le plan géopolitique et stratégique. Ça, c'est très important. Et puis, le rôle du Qatar, comme, entre guillemets, sous-traitant des États-Unis dans certains théâtres des atrocités de conflit, n'est pas nouveau. Je rappelle que le Qatar a joué un rôle très important dans la déstabilisation de la Libye de Kadhafi pour le compte des pays occidentaux, notamment de l'OTAN. Le Qatar avait formé près de 5000 forces spéciales qu'il avait envoyées, ses propres hommes qu'il a envoyés en Libye. Par la suite, on a vu le Qatar à l'œuvre en Syrie, un peu partout. Donc, c'est un pays qui n'est pas si nain que ça, en fait, mais qui joue un rôle. En fait, il profite de son rôle de sous-traitant pour se positionner sur l'échiquier mondial. Et à cela s'ajoute en fait son offensive diplomatique, parce que je dois rappeler que le Qatar, il y a eu des négociations de paix, pas seulement sur la question congolaise. Je dois rappeler le Soudan, il faut rappeler Djibouti, le conflit Djibouti hérité, il faut rappeler le Tchad aussi, et maintenant c'est le moment de la RDC. Mais en même temps, il faut garder à l'esprit que l'administration Trump a une vision de la paix qui n'a rien à voir avec la manière dont les Congolais, les Africains appréhendent la paix. Ce que les Américains veulent faire en RDC, c'est de créer les conditions politiques qui vont permettre aux entreprises américaines de s'installer de la région. C'est-à-dire que même si on n'a pas une paix définitive, si on a les conditions politiques qui permettent aux entreprises américaines de s'installer, ça va faire l'affaire. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, alors que les affrontements se poursuivent. C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'analyser la manière dont Trump analyse la question de la paix. Regardez, en Ukraine, ça ne marche pas justement parce que sa conception de la paix ne passe pas. Si vous voyez sa conception de la paix sur la question de Gaza, ça en dit long. Et c'est ce qu'on observe aussi du côté congolais et même avec l'Iran. C'est-à-dire que Trump, lui, veut créer les conditions politiques et économiques, politiques qui vont permettre aux États-Unis, à leurs entreprises, de se positionner économiquement et géopolitiquement dans un contexte où, faut-il le dire, on a des pays comme la Chine qui dominent le secteur extractif congolais. Et donc, les États-Unis ne veulent pas seulement mettre la main sur les ressources, ils veulent aussi bouter la Chine en dehors oui, c'est un aspect que l'on évoque très souvent. Et ça a commencé avant Trump. C'est un point très intéressant que Patrick a dit. Et avec sur la question Joe Biden et Trump sur la question de la sécurité. La paix, en fait, la paix que les États-Unis proposent, ce n'est pas la paix pour les pays aussi, c'est la paix de leurs investissements. Quand on dit, c'est là où j'ai trouvé que c'est très dangereux pour les pays africains. Qu'est-ce que dit les États-Unis et Qatar? Surtout ce qui se passe en RDC en ce moment, moi, ça m'a un peu inquiété parce qu'ils disent, c'est pas grave, on va assurer la sécurité de nos investissements. Donc, il y aura une sécurité privée. Ça veut dire une armée. Il y a un volet sécuritaire, effectivement. Il y a une armée privée qui va venir sur un territoire souverain pour assurer la sécurité des investissements. C'est grave ce qui est en train de se passer. C'est pour cela que je disais que c'est très dangereux que la RDC laisse passer cela. Normalement, c'est l'armée congolaise qui doit assurer la sécurité de ces investissements et du territoire et ne pas permettre à un militaire privé de venir assurer la sécurité. La lettre d'intention qui concerne les 21 milliards aussi inclut la sécurisation aussi des sites d'investissement et d'ailleurs le déploiement de sociétés de sécurité privées. Elles vont venir d'où ces sociétés? Elles seront embauchées par effectivement le Qatar. Ce sont des sociétés absolument privées. Le problème de ces sociétés privées, ce qu'elles risquent en effet très 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 vite, si la RDC donne des concessions au Qatar, il risque d'y avoir des oppositions frontales entre l'armée, la RDC et ces sociétés privées. Quid donc de la souveraineté de l'État? Sachant que la plupart de nos armées, et surtout l'armée de la RDC, est relativement faible, il faut le dire, j'ai bien peur que, d'une certaine manière, que ces sociétés privées prennent le pas sur l'armée et prennent le pas. C'est un peu le modèle américain, parce qu'il y a un deal sur les ressources stratégiques minières, mais c'est vrai qu'on avait évoqué Blackwater ici même avec vous. C'est un peu ce modèle-là. Donc peut-être que ce sont des sociétés aussi de sécurité américaines qui seraient déployées. Alors, bien sûr. Il y a au Qatar, effectivement. Oui. La Turquie a aussi ses propres sociétés privées. Patrick Bécaud. On oublie une chose, c'est que ce n'est pas nouveau. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 1998 à 2003,
il y avait près de 85 compagnies étrangères en RDC, en pleine guerre, de haute intensité, quand on comptabilisait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts. Et qui sécurisait les intérêts de ces multinationales? C'était les compagnies privées. À l'époque, c'était les Sud-Africains, il y avait des Belges, il y avait des Américains. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau, en fait. C'est qu'on veut simplement, ce n'est pas un phénomène nouveau, et on a déjà observé ça dans d'autres théâtres de conflits. Souvenez-vous de l'Irak, où justement Blackwater s'était illustré de manière très, très, très problématique. Ils sécurisaient, en fait, on sous-traite les activités militaires. On ne veut pas voir les États-Unis présents, mais on va les sous-traiter. C'est une façon de sous-traiter aussi une économie de guerre. Parce que pour les États-Unis, le fait d'avoir une guerre n'est pas nécessairement en contradiction avec la présence des compagnies étrangères. Tout dépend de la doctrine qu'on essaie de faire triompher pour faire triompher les intérêts économiques en place. Et donc, on a vu dans le cas du Congo que pendant longtemps, on avait des compagnies privées qui sécurisaient les intérêts miniers pendant que les populations se faisaient massacrer. On a eu la mission des Nations Unies qui était présente sur le sol congolais pendant que les gens se faisaient massacrer. Et le piège continuait, puisque l'ONU continuait à produire des rapports sur le piège de ressources naturelles. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur ce schéma-là, mais à la seule différence qu'on veut créer un cadre politique différent de celui qui existait auparavant, parce que les États-Unis ne sont plus seuls. Au début des années 2000, ils étaient la seule grande puissance qui pouvait régner sur le territoire et imposer leurs désirata. Aujourd'hui, ils ont la Chine. Vous avez des pays comme la Russie qui leur aussi ce qui se passe sur les États-Unis sont toujours seuls et seulement. Les États-Unis sont toujours seuls, seulement ils sous-traitent et ils se mettent un peu en background pour sous-traiter certaines choses qu'ils ne veulent pas le faire. Mais on n'a pas dit que c'est nouveau la présence de ces paramilitaires ou des groupes privés. La question, c'est de répéter les mêmes erreurs. Que nos dirigeants répètent les mêmes erreurs et qu'il fallait maintenant faire en sorte que ces erreurs-là ne payent pas le coup le plus dur aux populations congolaises. Et là, le pire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de voir, on a vu M. Tshisekedi se rendre énormément à Doha et que si ces projets-là aboutissent, eh bien, ma crainte, c'est que la RDC dépend du Qatar, finalement, de tout. De sa sécurité ou de ses investissements, de tout ce que... Alors Lucien Pongo, justement, Félix Tshisekedi est actuellement à Doha dans le cadre d'un... Le peuple congolais ne paye pas le prix fort. Ouais, au moment où nous vous enregistrons cette émission, Félix Tshisekedi se trouve à Doha dans le cadre du sommet mondial pour le développement social sous l'égide de l'ONU. C'est vrai qu'il y a eu des va-et-vient. Il y a cet accord de paix aussi, il faut quand même le souligner. Alors, mais justement, quid du positionnement de l'État congolais vis-à-vis du Qatar? Alors, on peut répondre de façon brutale en disant, ont-ils le choix réellement dans la géopolitique et les rapports de force? Bon, ça c'est la première remarque. L'autre remarque, c'est que Tshisekedi, en effet, est houspillé à l'intérieur chez lui. Et donc, il essaie de se donner une espèce d'espace de respiration à l'extérieur. Pourquoi il va au Qatar? Il va donc au Qatar, bien entendu, pour des raisons économiques, mais aussi pour la diplomatie sécuritaire. En allant au Qatar, alors bien sûr, ce n'est pas le Qatar qui va assurer sa sécurité. Je pense même que Paul Kagame est sur place également. Alors, le problème, c'est que déjà, au mois de mars, je crois, 2025, tous les deux étaient au Qatar et on avait annoncé, j'ai bien annoncé, un cessez-le-feu qui n'a jamais réussi. Bien, le problème, si Tshisekedi sort, il va au Qatar pour défendre les intérêts de la RDC, on est bien d'accord, mais comme j'ai dit aujourd'hui, il y a des rapports de force et de géopolitique qui font qu'on a l'impression que le président Tshisekedi, bien entendu, avec tout le respect que je dois à sa fonction, est un peu perdu. Perdu, vraiment, vous croyez? Parce qu'il y a des investissements massifs quand même à la clé. Donc, moi, je pense que perdu dans le sens où il n'a aucune influence. Il subit les choses. On les impose. Moi, je pense aussi que... Avec en ligne de mire quand même la volonté de développer son pays. C'est probablement sa logique Regardez tous les pays, comme l'a dit Patrick Beko, tous les pays où il y a eu ces interventions, comme on a vu en Libye, en pleine guerre, la seule chose qui fonctionnait, c'est les entreprises pétrolières. Les extractions, ça fonctionne très bien, gardées par des étrangers. En Irak, c'est pareil. Dans tous les autres pays, même au Mali, quand c'était en guerre, l'exploitation se faisait. Donc, ça va se passer la même chose, c'est le même schéma au Congo. Demain, s'il y a la guerre au Congo, les exploitations de ces minéraux continueront
feront alors que le peuple meurt à côté. Les paramilitaires privés vont juste sécuriser ces investissements. Alors donc, justement, avant de vous donner la parole, Patrick Beko, avant de vous donner la parole, on va voir ce que l'État congolais va faire de ces investissements. La RD Congo qui promet de lutter contre la corruption. Et justement, au moment de la signature de cette lettre d'intention, la première ministre congolaise a déclaré « Nous voyons dans cette initiative un exemple de la dynamique que nous voulons encourager, des investissements privés basés sur la transparence, le respect mutuel et la recherche d'un bénéfice partagé ». Patrick Beko. Oui, je vais juste te rappeler avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a une variable qu'on oublie, c'est qu'on parle de la sous-traitance du Qatar. Mais on oublie que l'autre sous-traitant, c'est le Rwanda contre lequel le Congo veut se prémunir. Et si justement le Congo a fait appel aux États-Unis, c'était pour se prémunir contre les velléités du Rwanda. Et ça, c'est important. Or, le Rwanda est allié non seulement du Qatar, mais aussi des États-Unis. Et pendant longtemps, c'est le Rwanda qui jouait le rôle de sous-traitant de cette mondialisation sanguinaire en Afrique des Grands Lacs. Et si aujourd'hui le Rwanda est à la table des discussions, c'est à la demande des États-Unis, puisque justement, on est en train de parler d'une cogestion de ressources naturelles congolaises. Donc, d'une certaine manière, on veut légitimer ce qui se faisait déjà. En fait, les raisons pour lesquelles le Rwanda fait la guerre, selon plusieurs rapports des Nations Unies, c'était les minerais. Et aujourd'hui, les États-Unis disent, on va négocier une paix pour permettre aux entreprises américaines de revenir dans la région, exploiter les ressources naturelles du Congo qui vont passer par le Rwanda avant d'être exportées. Vous êtes d'accord? Et donc, on a récompensé le Rwanda d'une certaine manière. Et on c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Le Rwanda va continuer à bénéficier. En fait, maintenant, la question qu'il faut poser et de compléter, c'est justement le rôle du Rwanda. Le Rwanda a été la plateforme, en tout cas le corridor par où passaient les minéraux extraits illégalement du Congo. Donc, le Rwanda passe par le Rwanda. Maintenant, est-ce que les infrastructures et cet investissement permettent de se passer du Rwanda? Si vous voulez vraiment que si ces investissements ne permettent pas de se passer du Rwanda, le Rwanda continuera à jouer ce rôle de corridor. Maintenant, tout est à reprendre à zéro, puisque si aujourd'hui l'objectif est de stabiliser la zone, permettre à la RDC d'exploiter ses propres ressources avec ses propres infrastructures et ses propres débouchés, eh bien le Rwanda n'a pas de rôle à jouer. C'est fini le rôle du Rwanda. Parce que le Rwanda n'a pas de ressources. Les ressources sont pour le Congo. Maintenant, si vous voulez... Alors, il y a une opportunité pour la RD Congo, c'est quand même de devenir aussi un pays pétrolier important, puisqu'il y a selon le ministère des Hydrocarbures, la RDC contient des ressources pétrolières estimées autour de 22 milliards de barils de pétrole, 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans le Kivu. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que la RDC avait mis aux enchères 27 blocs avant de se raviser, pour des raisons peut-être aussi liées à l'éthique et aux normes environnementales aussi qui n'étaient pas forcément respectées dans le cadre de ces marchés. Là-dessus, justement, le Qatar doit exploiter par exemple des blocs stratégiques dans le Graben Albertine et la cuvette centrale, en partenariat avec un groupe congolais, la Sonidroc. Mais il semble qu'on s'achemine quand même vers une mainmise du Qatar, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les ressources hydrocarbures. Le Qatar, d'abord, il faut, je crois, lever un lien. Le Qatar a une expertise dans l'exploitation des hydrocarbures. Donc, la problématique des minerais critiques, à la limite, qui suppose ou entraîne des dépenses relativement lourdes en termes d'infrastructures, les puits, les cheminements, etc. Ce n'est pas le problème du Qatar pour l'instant. Ce qui intéresse le Qatar, c'est le pétrole. C'est pour ça que je disais tantôt, il y a une espèce de division, en fait, partage des rôles. Donc c'est une opportunité ou pas pour la RDC? C'est une opportunité, oui, mais à condition justement que cette opportunité soit maîtrisée par la RDC. On a-t-elle les moyens, je dirais, intellectuels de management et d'exploitation pour que cette exploitation, bien entendu, profite aussi aux populations? Parce que c'est bien le problème. Dès lors que la RDC n'a pas les moyens pour pouvoir avoir ces infrastructures, ces ingénieurs, pour l'exploitation de ces ressources, je pense que, je n'ai pas vu le contrat ni les clauses, je crois que la RDC doit faire très attention pour ne pas dépendre du Qatar. Ça, c'est ce qui va risquer de se passer et la RDC risque de ne rien gagner. Et on va se retrouver dans le cas de département. Ce qui m'intéresse, enfin, j'essaie d'observer le bascule qu'il va y avoir
voir avec l'accaparement ou la mainmise du Qatar sur ces ressources, c'est que ces ressources vont être réorientées vers autres destinations que des destinations initiales. Quand actuellement, toutes ces ressources pillées et volées, exploitées illégalement, exportées illégalement du RDC vont en Chine, n'est-ce pas? Mais maintenant, le Qatar va l'orienter vers où? La Chine ou les États-Unis? On pense que c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Donc finalement, il y a le fameux corridor de Lobito aussi qui concerne l'approvisionnement en matière. C'est un basculement total. C'est pour ça que j'ai dit la RDC doit faire très attention pour ne pas se retrouver finalement au point de départ. Donc pour conclure, à trop diversifier les partenariats, il y a un risque là, Patrick Beko. Ça vous paraît fou? Il y a un risque. En fait, le problème n'est pas de diversifier, c'est la vision des autorités congolaises. Les raisons qui les ont amenés à faire appel à justement ces partenaires posent problème. Ce n'est pas pour le développement de la RDC, c'était d'abord pour préserver le pouvoir de M. Tshisekedi qui était confronté à la poussée du M23. C'est ça qui est important de comprendre. Par la suite, on a commencé à discuter des accords de paix, des accords économiques, mais au fond, on voit bien du côté congolais qu'il n'y a pas une certaine vision de ce qui doit être fait. Et c'est la raison pour laquelle on court un peu partout. Le Qatar, tantôt on est avec les États-Unis, tantôt on essaie de discuter avec les Chinois. Je dois rappeler une chose, hein, le Congo a signé un partenariat stratégique avec les États-Unis en 2019. Par la suite, on a signé avec les Chinois aussi. Et jusqu'à présent, il n'y a rien, justement. Là, on s'apprête à signer des accords avec le Qatar, il y a une lettre d'intention, mais cela va-t-il aboutir si du côté congolais, il n'y a pas une certaine vision de la manière dont le pays doit être géré? Alors pour l'instant, la vision, en tout cas, qui paraît cohérente, c'est avec les États-Unis toujours en filigrane. Hein. Oui, toujours en filigrane. Oui, mais sauf que la vision propre, en fait, du gouvernement de Tshisekedi est une vision un peu brouillonne. Il y a une espèce d'illusion, en fait. Pourquoi cette illusion? Il y a une non-maîtrise des enjeux du développement de la RDC par ses responsables politiques. Est-ce que cela ne veut dire pas aussi que si Tshisekedi essaie d'éviter le pire, la division de la RDC. Peut-être que Tshisekedi, en acceptant l'inacceptable, essaye d'empêcher à ce que le M23 crée un État, du Kivu et tout ce que vous voulez. Parce qu'ils ont mis ça sur la table. Oui. Ils ont mis sur la table en disant que si vous n'acceptez pas cela, bah ces autonomistes-là vont déclarer leur autonomie et leur indépendance. Finalement, est-ce que Tshisekedi, on peut penser de ce qu'on veut de Tshisekedi, de sa vision et de sa politique, mais finalement, quand on regarde, est-ce qu'il n'est pas en train de sauver l'unité de la RDC en laissant des plumes? Allons-y. C'est une question. Oui, c'est une question. On essaie d'y répondre. Allons-y donc avec les concessions des nombreuses que l'on va donc déléguer aux nombreuses compagnies. Ce qui veut donc dire que la souveraineté, en fait, de la RDC devient, en fait, une espèce d'ovni. C'est-à-dire on est quand même aussi dans un bras de fer aussi diplomatique. Il faut jouer les équilibres. Est-ce que si l'M23 arrivait au pouvoir, ne donnerait pas sur un plateau en argent tous ces projets-là à ceux qui l'ont financé? Pour l'instant, nous ne sommes pas Dieu. Non, c'est ce que je vois venir. Merci. On va laisser Patrick Beko conclure. C'est ce que je vois venir. Voilà. Allez-y, Patrick Beko, pour conclure, très rapidement. C'est une très bonne question, mais encore une fois, je dois rappeler que la raison pour laquelle le Congo est dans cette situation, c'est parce que le président Tshisekedi a d'abord voulu sauver son pouvoir. Et si vous lisez les accords qui ont été conclus avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis, vous voyez déjà que d'une certaine manière, nous avons cédé le Congo a cédé une partie de sa souveraineté en acceptant justement en reprenant le narratif du Rwanda qui, lui, a des velléités à l'est du Congo. Et je crois aujourd'hui qu'en faisant appel aux Qataris, Tshisekedi veut tout simplement, il se cherche, comme l'a dit le professeur Pambou. Pourquoi? Parce que déjà, même dans l'application du volet économique de l'accord avec le Rwanda, il a refusé de le signer. Alors qu'on a signé déjà, qu'on avait signé le premier volet. C'est-à-dire qu'il c'est tout un brouillon, on n'arrive pas à comprendre, il n'y a pas de lisibilité dans la politique étrangère du Congo, ce qui fait qu'en termes de crédibilité, ça soulève davantage de questions. Tout à fait. On n'en est qu'au début de ces investissements qataris, puisque vous l'avez dit, c'est 100 milliards dans de nombreux pays africains. Donc on l'a dit. Tout à fait. Merci beaucoup Patrick Beko, merci à vous Lucien Pambou, merci Abdelkerim Koundogomi, merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Romain Clicquot-Deminck et Moustapha Kanté pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.